résultats du baccalauréat sont tombés ce mardi partout en France. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus au lycée Condorcet de Chennec où les élèves ont découvert leur verdict entre joie, soulagement et parfois déception. Puis ambiance festival à Frémin-Merlebac ce samedi 4 juillet où la traditionnelle piscine en fête a rassemblé petits et grands autour d'activités sportives, de jeux aquatiques et d'animations familiales au complexe Aquaglisse. Enfin, à Forbach, la 3e foire au vin a mis à l'honneur les producteurs et leurs cuvées. Entre dégustations, produits du terroir et concerts, les visiteurs ont pu découvrir de nouveaux cépages. Construite au XIIIe siècle, la chapelle Sainte-Croix est sans doute le plus ancien monument de la ville de Forbach. En arrivant dans la cour, difficile de manquer le calvaire, on y retrouve le Christ entouré de la Vierge Marie, de Saint Jean et de Marie-Madeleine, une scène qui rappelle les derniers instants de la crucifixion. Ces sculptures renforcent le caractère spirituel du lieu, qui est aussi une étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Mais si la chapelle fascine autant, c'est surtout grâce à la légende d'Alice de Forbach. Cette jeune noble aurait involontairement provoqué un duel mortel entre deux frères amoureux d'elle. Rongée par le remords, elle aurait quitté la vie mondaine pour se retirer sur le mont Sainte-Croix, où elle aurait fait construire un simple oratoire, devenu la chapelle que l'on connaît aujourd'hui. Monument historique depuis 1937, la chapelle devint propriété des houillères du bassin de Lorraine en 1946. Mais peu à peu abandonnée, c'est en piteux état que la ville de Forbach la rachète en 1969 pour le prix symbolique d'1 franc. Elle est ensuite restaurée jusqu'en 2022 sous l'impulsion de l'association des Amis de la chapelle Sainte-Croix. On se retrouve avec Marie-Rose Baltès, présidente de l'association Les Amis de la chapelle Sainte-Croix. Bonjour. Bonjour. Alors on vient d'en apprendre un peu plus sur la chapelle et son histoire. Qu'est-ce qui dans cette histoire vous passionne et pourquoi avoir décidé de vous engager pour prendre soin de ce lieu? Alors je suis forbachoise d'origine, donc cette chapelle je la connais presque depuis toujours. C'était un lieu, j'ai toujours aimé beaucoup. Je suis devenue très modestement présidente de l'association après le décès de Jacques Linder, qui est probablement bien plus à même que moi de présider cette association, mais voilà, il nous a quittés. Il fallait que quelqu'un reprenne le flambeau et je suis contente de contribuer à l'animation, au projet et de l'association. Et ici, tout au long de l'année, de nombreux visiteurs et pèlerins viennent. Qu'est-ce qu'ils viennent y faire et qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors les gens viennent ici pour se recueillir. Ils viennent ici pour méditer, chercher de l'écoute, quelquefois simplement curieux, parce qu'en bas dans la ville, il y a un panneau qui dit « Chapelle du XIIIe siècle ». Et depuis l'année dernière, les gens viennent aussi parce qu'à l'Office du tourisme, on leur propose des visites guidées qui leur permettent de connaître le lieu un petit peu mieux. Et justement, aujourd'hui, votre association elle est très active, vous venez de le dire, vous organisez des visites guidées, mais aussi des concerts et différentes animations. En quoi consistent ces activités ? Alors, on a donc les visites guidées, il y en a une par mois, sauf en juillet, de avril à octobre. Avec des points forts comme par exemple les journées du patrimoine. On a des concerts, donc il y en a un de prévu le 2 août. Il y aura probablement une animation au moment de Noël, un concert de l'Avent. Alors, un moment festif dans la chapelle, c'est en septembre la messe de la Croix Glorieuse. C'est un petit peu comme la fête patronale. Et donc, les gens viennent nombreux à l'office et l'association offre après un verre de l'amitié. Si la météo est favorable, c'est en septembre. Les gens restent volontiers pour échanger parce que le soir, comme ça, le lieu est magique. Merci beaucoup Marie-Rose pour toutes ces explications. Quant à vous, on se retrouve juste après ce reportage.
suite. Après l'angoisse des examens, les résultats du baccalauréat sont enfin tombés. Au lycée Condorcet de Schœneck, aucun candidat des filières générales et technologiques n'a été ajourné au premier tour. En filière générale, 92% des élèves ont obtenu leur diplôme. Du côté des STI 2D, 82% des candidats ont également décroché le baccalauréat. Des résultats très satisfaisants selon le proviseur du lycée, Samati Shea. Par rapport aux années précédentes, c'est plus. Effectivement, on a eu une bonne promo. Donc là, je remercie aussi également les professeurs, j'en profite. Une bonne équipe solide, une bonne promo. Alors un peu moins de mentions, mais on a quand même 50% de mentions donc, au niveau de la série générale et 48% de mentions pour la série technologique. Sur les 158 candidats inscrits au baccalauréat au lycée Condorcet, une dizaine ont obtenu la mention très bien. Parmi eux, Fanny et Romain, tous les deux élèves en filière générale. J'ai eu la mention très bien et je réalise pas vraiment, mais je suis vraiment contente. Là, après, c'est vrai que c'est une étape de la vie un peu spéciale parce qu'on sait pas vraiment par où on va aller, mais je suis contente. Pour les spécialités, ouais, je savais que j'avais bien réussi et ça s'est vu du coup vraiment dans mes résultats, donc je suis contente. En SVT, j'ai eu 20 et en maths, j'ai eu 19. Je suis plutôt content, j'ai réussi à avoir la mention très bien. Et j'étais pas sûr, mais j'étais un peu déçu de mon grand oral où malheureusement j'ai que eu 12, mais j'ai été très surpris d'avoir réussi à avoir eu 16 en philo, qui m'a permis d'avoir ma mention très bien. Les élèves de la filière technologique STI 2D sont aussi très fiers de leurs résultats. Franchement, vraiment beaucoup d'émotions. Parce que franchement, on pensait vraiment pas qu'on allait l'avoir, vu que dans l'année, on a fait un peu bordel. Mais du coup, on l'a eu, avec mention, moi je l'ai eu. Du coup, en fait, moi je suis content de l'avoir parce que les profs, il y avait des profs, même si on travaillait bien, on avait des bonnes notes, ils pensaient qu'on n'allait pas l'avoir, ils sous-estimaient beaucoup. Donc le fait qu'on l'a eu, ça leur a fermé leur petit clapet, j'ai envie de vous dire. Ce mardi 7 juillet, tous les élèves étaient présents au lycée pour découvrir leurs résultats, un moment symbolique pour les candidats qui pouvaient déjà avoir accès à leurs résultats en ligne. Je voulais venir aussi pour un peu partager ce moment avec les profs. Leur dire nos notes un peu, etc. et nos ressentis. Donc, voilà. Je trouve que c'est cool un peu de faire ce moment et voilà. Ça fait aussi un peu mal au cœur, mais c'est comme ça. Déjà, il y avait le stress, du coup, ça donne envie de venir avec ses amis pour voir. Tous nos amis, ils l'ont eu, du coup, ça fait plus d'émotion. C'est important parce que c'est peut-être le dernier moment où ils vont pouvoir partager un petit peu ce moment de joie. Puisque après avec Parcoursup, ils vont avoir des avenirs un petit peu éclatés sur le territoire avec leur orientation en post-bac. Pour la majorité des élèves du lycée Condorcet, cette journée reste donc un moment heureux, marqué par leur réussite. Mais pour 16 candidats, l'obtention du baccalauréat reste encore incertaine. Ils tenteront leur chance lors des épreuves de rattrapage prévues les 8 et 9 juillet. Nous sommes maintenant avec Bernard Agent-Bourget, trésorier de l'association Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix. Bonjour Bernard. Bonjour Laure. Donc pour entretenir un site comme celui-ci, on imagine que des moyens importants sont nécessaires. Comment l'association finance-t-elle ses activités et ses travaux? Eh bien, nous disposons de nos cotisants, nos membres bienfaiteurs, et c'est à peu près tout. À part cela, il y a le tronc, parce que nous achetons des veilleuses qui sont vendues et voilà l'essentiel de nos ressources. Nos dépenses couvrent à peu près 12 000 € par an, dont 8 à 9 000 qui sont dédiés au chauffage, plus l'éclairage, la téléphonie, l'internet, l'eau, le système d'alarme, bref, nous couvrons toutes les dépenses liées à la chapelle. Et au-delà de l'aspect financier, pour faire vivre l'association, on peut compter sur de nombreux bénévoles. C'est quoi le rôle des bénévoles de l'association? Les bénévoles sont soit les gens qui s'occupent de la présentation, de la diffusion, de l'image, puisque le gros de la rénovation est maintenant terminé. Notre vocation, d'après nos statuts, consiste également à faire connaître ce site. Donc, il y a les présentations avec l'Office du tourisme,
les rédactions de différentes brochures que nous éditons à compte d'auteur ou via l'Office du tourisme. Donc il y a pas mal d'activités, alors chacun selon ses possibilités. Et il y a aussi les habitués de la chapelle qui font de l'écoute pour les personnes qui ont envie de parler, de s'épancher, d'évoquer leurs soucis. Et puis il y a les religieuses qui sont des bénévoles à part entière et pour lesquels il n'y a pas d'âge de la retraite dévolu. Les sœurs qui nous ont quittés malheureusement partaient vers entre 85 et 90 ans vers des EHPAD. Donc vous voyez qu'on est loin de la retraite à 60 ans dans ce domaine. Et sans elles, il manquerait quelque chose. Ce serait un beau bâtiment mais qui n'aurait pas d'âme. Et est-ce que l'association est en recherche de nouveaux bénévoles? Nous avons un besoin cruel de nouveaux, de 100 jeunes, comme toutes les associations qui à l'heure actuelle sont vieillissantes, faute de trouver de la relève. Et pour les personnes qui aimeraient peut-être devenir bénévoles, comment elles peuvent s'y prendre? Bien, il suffit d'en faire part à un membre de l'association ou éventuellement de se rendre au presbytère ou d'en parler aux sœurs en laissant leurs coordonnées. On se fera un plaisir de les contacter. Merci beaucoup Bernard Agent-Bourget pour toutes ces précisions sur le fonctionnement de l'association. Quant à vous, on se retrouve juste après ce reportage. Un plongeon dans le Grand Bain. L'ambiance a démarré doucement au complexe nautique Aquaglisse de Frémin-Merlebac. Ce week-end, la traditionnelle piscine en fête a transformé les bassins en véritables terrains de jeu. On vient régulièrement avec notre papy et mamie parce qu'ils habitent ici dans le secteur et nous aussi, donc ça nous permet de s'amuser avec mes petits frères, ma cousine, donc voilà. Moi c'est la première fois que je viens ici et on voulait avec les amis passer un bon moment dans un petit parc aquatique et on a découvert ça sur internet et franchement c'est sympa. On était dans la piscine, on s'est un peu amusé. On a fait les toboggans, oui. Et cet après-midi on va aller là-bas où il y a plein d'aires de jeu et tout. Au programme, aquagym dès le matin, ballons humains, bubble foot, toboggan, sans oublier les initiations à la danse ou à la boxe sous le préau. De quoi mettre des sourires sur les visages. Et si certains préfèrent se prélasser comme un poisson dans l'eau, d'autres profitent du moment différemment. Cette édition a attiré près de 2000 visiteurs sur le week-end. On a fait plus les autres années puisqu'on a le complexe été qui est uniquement ouvert et les autres années on avait les deux. Et là comme vous pouvez voir derrière moi, la tour toboggan il n'y en a plus. Tout l'intérieur est en train de se faire refaire, donc en travaux. C'est pour ça qu'on est limité au niveau de la fréquentation. La pataugeoire est également fermée, malheureusement, on n'a pas le choix. Attention à mon signal. Le complexe hiver, lui, rouvrira ses portes le 1er octobre. D'ici là, une chose est sûre, avoir la tête sous l'eau, c'est plutôt bon signe. Le temps d'un gala, les héros sont à l'honneur. De l'histoire au dessin animé, en passant par les héros du quotidien, le thème guide les prestations de près de 50 sportifs du Turning Club de Forbach. À chaque chorégraphie, les bâtons tournent entre les mains des sportifs de 4 à 21 ans, seuls, en duo ou en équipe. Imaginé par 8 entraîneurs, le gala reflète le travail accompli tout au long de l'année. C'est sur ces différents tableaux que la saison s'achève pour le club qui reprendra en septembre. Mais il sera présent au Fort Festival pour faire découvrir la discipline au plus grand nombre. On se retrouve avec Marie-Rose Baltès pour évoquer l'avenir de la chapelle Sainte-Croix. Donc depuis peu, une seconde sœur a rejoint sœur Yolande à l'Ermitage. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur rôle au sein de la chapelle Sainte-Croix? Alors les sœurs ont un rôle essentiel d'accueil. Les gens qui viennent ici, bien sûr, viennent pour la sérénité du lieu, mais beaucoup viennent aussi parce qu'ils ont besoin de se confier, ils ont besoin d'écoute, ils cherchent des réponses.
Et les sœurs sont là quotidiennement pour les écouter, proposer, répondre quand c'est possible. En tout cas, elles ont une écoute bienveillante, extraordinaire. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent voir les sœurs? Oui, il y a énormément de passages. Alors, un peu en fonction des conditions météo. Là, sœur Yolande me disait que par ces jours de grande chaleur, il y avait eu moins de monde. Les gens qui viennent ne veulent pas tous de l'écoute. Certains viennent simplement pour se recueillir, mais il y a un passage important, effectivement, de gens de tous âges, je ne vais pas dire de toute confession, mais oui, si, certainement. L'association a été créée en décembre 1977, donc l'année prochaine, elle fête ses 50 ans. Et voilà, elle continue son travail. Alors bien sûr, on n'en est plus à la restauration, mais on est à l'entretien, à l'animation. On veut que le lieu vive, qu'il soit beau, qu'il soit animé, pour continuer à exister le mieux possible. Et pour terminer, quels sont les principaux projets et défis qui attendent la chapelle et l'association à venir? On accueille des musiciens pour des concerts et donc là, tout prochainement, le 2 août, on accueille la compagnie Arte Musique qui va nous présenter des musiques médiévales espagnol. Le dimanche 2 août à 16h, on espère que le public sera nombreux pour venir écouter ces deux artistes. La harpiste est une enfant de la région. Elle a fait sa carrière ailleurs, mais elle revient dans la région et elle est heureuse de revenir jouer ici. On vous le souhaite qu'il y aura beaucoup de monde qui sera là donc pour voir j'espère. ça. Et puis donc après, à plus long terme, évidemment, nous cherchons comment célébrer le plus festivement les 50 ans de l'association. J'aimerais bien, j'espère qu'il pourra répondre positivement, inviter François Ménissier, qui était le premier professeur d'orgue du conservatoire, pour un concert. On cherche aussi à réaliser peut-être une brochure où l'idée c'était peut-être de recueillir des témoignages sous des formes aussi variées que possible de gens qui ont vécu ici des moments importants, extraordinaires et qui voudraient le raconter, le dessiner. Donc on va essayer de lancer ça et de voir comment on peut faire en sorte que cette année 2027 soit effectivement une année festive pour l'association. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Marie-Rose Baltès. Quant à nous, on se retrouve juste après ce reportage. De la dégustation pointue à la simple découverte, la foire au vin de Forbach a investi la place Aristide Briand le week-end 4 et 5 juillet. Un événement pensé pour décloisonner l'univers du vin et croiser les profils des amateurs éclairés aux néophytes. C'est une partie importante de la vente en direct pour nous. On aime beaucoup, on est vigneron indépendant, donc du coup on a ça dans le sang et on est en contact direct avec les clients. Il y a les amateurs de vin aguerris qui connaissent l'appellation Chablis, d'autres un peu moins. On est là aussi pour expliquer notre métier et nos vins. Donc on est accessible pour tous les amateurs. Voilà, notre objectif c'est de nous faire connaître les vins de notre région et de leur faire déguster des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de déguster. C'est un côté festif, les gens viennent déguster et les gens viennent goûter les vins des différentes régions qui sont proposées. Les stars du week-end restaient nos voisins alsaciens, venus en force pour faire briller leur cépage blanc déjà incontournable dans notre région. On est présent déjà dans de jolis restaurants étoilés. Donc, depuis notre lancement, donc on a commencé les ventes en 2021. On est dans une trentaine de restaurants étoilés, mais beaucoup de restaurants aussi gastronomiques. Et donc c'est important pour nous aussi de faire découvrir à la clientèle particulière. On a des très jolis Riesling avec énormément de vieilles vignes. C'est la force de notre domaine. Donc 65% du domaine, c'est des vignes qui ont plus de 75 ans. Donc
les racines vont plus en profondeur dans le sol et on arrive vraiment à avoir la notion du terroir. Et c'est important en Alsace aujourd'hui. On est venu nous chercher. Et on a répondu présent. C'est important aussi de découvrir des clients, faire goûter nos produits à d'autres clients bien sûr, et puis de faire découvrir et de faire rayonner l'Alsace. On va proposer des créments, du rosé, nos vins traditionnels et puis nos cuvées. L'Alsace est connue bien sûr pour le Riesling, pour le Gewürztraminer, mais aussi pour son crément d'Alsace. On est plusieurs viticulteurs qui sont présents ce week-end à Forbach. Et puis on a lancé également une nouveauté, c'est un cocktail qui s'appelle le MX. Vous pouvez voir, et vous avez pris des images tout à l'heure, un cocktail à base de vin. Donc ça c'est la nouveauté 2026. Miser sur la nouveauté pour tenter d'attirer un nouveau public, un vrai défi à relever. Depuis les années 60, la consommation de vin a chuté de plus de 60%, un recul historique porté surtout par la jeune génération. Voilà, c'est déjà la fin de ce quartier d'été. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur notre page Facebook ou notre page YouTube. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne semaine en Moselle-Est.